Hey, salut tout le monde, c'est The Cat Black Day. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous lire une histoire. Donc il s'agira de la bibliothécaire de Gudule. Oui, il s'appelle vraiment Gudule. Alors, la bibliothécaire. Déjà je vais le résumer. Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écrit-elle tous les soirs? Quelle est cette jeune fille qui ne sort de chez elle que la nuit? Intrigué, Guillaume décide de la suivre. Et c'est le coup de foudre. Mais quelle étrange jeune fille. Ida passe ses nuits à rechercher le grimoire magique qui lui permettra de devenir écrivain. Guillaume n'est pas au bout de ses surprises. Qui est vraiment Ida et où se trouve ce fameux grimoire? Par amour pour la jeune fille, Guillaume va se lancer dans un fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture. Alors ce livre m'a vraiment fait voyager. On va voir ce qui s'est fait pour lui. La bibliothécaire. En hommage aux bibliothécaires et aux documentalistes pour leur remarquable travail auprès des jeunes, dans l'approche du livre plaisir. Chapitre 1. Guillaume? Pas de réponse. Affalé sur sa table, la tête posée sur ses bras repliés, Guillaume dort comme un bébé. Guillaume, je te signale que tu ronfles. Toute la classe éclate de rire, ce qui tire le ronflard en question de sa somnolence. Il sursaute, ouvre les yeux, se redresse, regarde autour de lui d'un air stupide, et se retrouve nez à nez avec M. Pénac, son prof de français. « Je vois avec plaisir que tu reviens parmi nous, » commande ce dernier, le sourire moqueur. Puis s'adressant aux autres, « Si nous demandions à ce jeune homme, qui s'est sûrement couché trop tard hier, de nous raconter les rêves qu'il vient de faire, je suis sûre que c'est très intéressant. » Brouhaha approbateur. Les élèves de 5e apprécient, de toute évidence, l'humour narquois de leur professeur. « Mais, monsieur, bredouille l'intéressé, il n'y a pas de mais. Monte sur l'estrade et vas-y, nous t'écoutons. » En somnambule, Guillaume obéit. Ses idées ne sont pas très nettes. Les points lumineux résiduent des images imprimées par le soleil sur sa rétine. Brouille encore sa vue, et il a la bouche pâteuse. Ça comptera pour tes points d'expression orale, précise M. Pénac. Moi, ma grand-mère, elle a le don d'expliquer les rêves, glissa Naïma à Laurence, sa voisine. Et même, elle peut prédire l'avenir. J'y crois pas, c'est une blague, répond Laurence. Péremptoire. Naïma hausse les épaules et se renfrogne. Debout devant le tableau noir, Guillaume tangue d'un pied sur l'autre. Il est vraiment très mal à l'aise. Tous ses visages levés vers lui, à l'affût de ses paroles. Il lui donne le vertige. Oh, le face-à-face angoissant du conférencier avec son auditoire, l'instant suprême où l'acteur, grelottant de trac, s'apprête à lancer sa première réplique. Alors en fait, vous ne voyez pas du tout, vous ne voyez pas du tout le livre, c'est fait exprès. C'est tout simplement parce que j'ai fait exprès de mettre une image vraiment pour que vous soyez plongé dans l'histoire. Alors oui, aussi on lira un chapitre à chaque vidéo. Voilà. Faut que je me décide, pense Guillaume l'estomac noué. Doudou, son meilleur copain, lui fait des signes d'encouragement à la mode rappeur. Geste saccadé, mimique, choc. Il ne s'exprime quasiment qu'en dansant. Même les mots tressautants sur ses lèvres à un rythme syncopé. Fonce mon frère, redonne-t-il. Monsieur Pénac, installé au dernier rang, à côté de Cédric Lecancre, a sorti sous cahier de notes. Alors j'ai essayé d'imiter Doudou, mais je suis pas très douée. Mais bon, bref. Eh bien, Guillaume, tu as perdu ta langue? Peau de vache, enchaîne Guillaume en son fort intérieur. Et rassemblant toute son énergie, il se jette à l'eau. Il est minuit, je n'ai pas sommeil, dit-il. Bravo, bon début, applaudit Doudou. D'un froncement de sourcils, le prof lui impose silence. Par la fenêtre de ma chambre, je regarde la rue. Il pleut. La lune est cachée par de gros nuages. Heureusement qu'il y a des réverbères, sinon ce serait l'obscurité totale. Quelle ambiance, murmure Cédric qui séduit. Moi, ma grand-mère, commence Naïma. Des chutes, impérieux, La Fontaine. Dans l'immeuble d'en face, une vieille dame écrit tous les soirs,
tous les soirs sans exception. Cette vieille dame écrit. Je la vois en ombre chinoise derrière ce rideau. Une lampe rose est posée sur son bureau. Il reste toujours allumé très tard. Sa fenêtre est la dernière à être éclairée. Au milieu de la grande façade sombre, on dirait un écran de télé. Quelquefois, la vieille dame se lève, disparaît à l'intérieur de l'appartement, puis revient avec un plateau. Elle se réinstalle, boit son thé ou son café, et se remet au travail. Qu'est-ce qu'il raconte bien, s'émerveille Mélanie, la tête appuyée sur ses poings et l'œil perdu dans le vague. Pardon si j'ai malade. Mes parents ne se doutent pas de ce que je fais, évidemment. Ils me croient au lit depuis longtemps. Qu'est-ce que tu lui trouves de si intéressant, cette bonne femme s'étonne Mathieu. Si c'était une pin-up, je comprendrais que tu passes déjà à l'observer, mais une grand-mère. Sans tenir compte de la remarque, Guillaume poursuit. Je bâille. Je commence à avoir envie de dormir. Mais je résiste. Pas question que je me couche avant. Avant quoi s'écrie plusieurs voix en chœur. Avant que la vieille dame ne t'éteint. Pourquoi s'étonne Naïma. Arrête donc un peu de poser des questions, sister. T'es pas dans le ton, yo. Écoute un peu ce que Guillaume a à dire. Ou alors tu nous laisses et tu tries. Et tu tires. Pardon. Lance Doudou en claquant dans ses doigts. Vexée, Naïma hausse ses épaules et tire la langue. Le conteur en profite pour reprendre son récit. Enfin, elle se lève et range ses papiers. Elle tend la main vers la lampe. La pièce devient noire. Quelques minutes passent, puis le portail de l'immeuble s'ouvre. Une jeune fille se glisse dehors. Ses cheveux dansent sur ses épaules. Elle se met à courir et disparaît bientôt au bout de la rue. Et moi je reste là, tout triste. Il me faudra patienter jusqu'à demain avant de la revoir. Guillaume se tait. Personne ne bronche. Tous les élèves attendent la suite. La magie de récit est sa vie. Mélanie a les yeux pleins d'étoiles. Naïma sourit aux anges. Doudou mâche frénétiquement son chewing-gum. Cédric ronge son stylo bille. Et alors demande Mathieu. C'est fini, dit Guillaume. Comment? C'est fini? Tu ne cours même pas après la fille? Tu n'essaies pas de la rejoindre? De lui parler? Non, avoue Guillaume. Monsieur Pénac m'a réveillé trop tôt, mais dans un autre rêve peut-être. Une salve d'applaudissements salue cette conclusion. Pas mal du tout même, apprécie le professeur. Tu t'es bien rattrapé, mon gars. Garçon, ça va faire un peu remonter ta moyenne, qui en a bien besoin. Dommage que tu ne sois pas aussi bon à l'écrit qu'à l'oral. À présent, retourne à ta place, et la prochaine fois, même si cela t'inspire de jolies histoires, évite de dormir pendant les cours. À la récréation suivante. Super délire, mon pote. J'ai adoré. Embarque-nous plus souvent dans tes rêves. Hé hé, s'exclame Doudou enthousiaste. J'arrive pas du tout à l'imiter, mais bon. Un frémissement bizarre parcourt le visage de Guillaume. Ce délire-là, comme tu l'appelles, je le vis toutes les nuits. Depuis presque 3 semaines. C'est pas un rêve, en vrai. L'autre ouvre des yeux aussi ronds que des billes. Et de surprise, se met à parler comme tout le monde. La fille aux cheveux existe-t-elle réellement? Guillaume hoche la tête. Et ce soir je lui parle, ajoute-t-il, pour lui-même. Voilà, c'est la fin du premier chapitre. Il était court, mais ça laisse au moins du suspense. Attendez, parce que je regarde combien il y a de pages au deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 pages. Allez, on lit le deuxième. Chapitre 2. Devant la fenêtre ouverte, au risque d'attraper un rhume, l'adolescent trépigne. Les heures passent avec une lenteur désespérante. La vieille dame ne se désignera-t-elle donc jamais à se coucher? Elle écrit encore. Sans fatigue, dirait-on. Sans lassitude. À son âge, pourtant, elle a besoin de repos. Pour la première fois de sa vie, Guillaume se ronge les ongles. Cependant, comme tout finit par arriver, même les choses qu'on attend le plus, la lampe rose s'éteint enfin. Il est presque 1h du matin. Guillaume retient son souffle. Son cœur bat à tout le monde.
Ses paupières si lourdes un instant auparavant sont maintenant écarquillées. Quelques minutes s'écoulent, interminables. Dans le lointain, un cri s'élève. Le garçon frissonne. Est-ce la rumeur d'un crime, d'une agression nocturne ou simplement l'écho d'un cauchemar? Au même moment, un rayon de lune traverse les nuages. Sa clarté blafarde fait surgir du néant un porche immobile, un trottoir désert, la carcasse dépouillée d'un arbre, et éclaire la scène de plein fouet. Guillaume fixe si intensément le portail de l'immeuble que l'image se brouille. « Ah !» s'exclame-t-il soudain. Une décharge électrique lui crispe les oreilles, rayonne jusqu'à son estomac. Portail s'ouvre. La jeune fille aux longs cheveux s'en échappe. Et Guillaume remplit ses poumons d'air. « Hé, mademoiselle !» L'appel déchire la nuit urbaine. Mais la jeune fille ne se retourne pas. Elle semble trop pressée pour se laisser distraire et comme d'habitude part en courant. Elle ne doit pas avoir plus de 15 ans. Une grande cape noire l'enveloppe du cou aux chevilles, ne laissant dépasser que ses chaussures, des escarpins à talons hauts, terriblement démodés. Les petits pieds chaussés de ces escarpins-là, claquent à toute vitesse sur le pavé mouillé. Tac, 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 tac. Marteau de xylophone. « Mademoiselle, mademoiselle !» s'égosille Guillaume en pure perte. Ou elle n'entend pas, ou elle ne veut pas entendre. Ses mèches brunes tressautent dans son dos au rythme de sa course. Elle ne va pas tarder à tourner le coin de la rue. Un instant, décompté lancé, Guillaume s'en ressaisit très vite. Par chance, il est encore habillé. Ça lui fera gagner du temps. Le plus silencieusement possible, il quitte sa chambre. Pas un bruit dans la maison. Ses parents dorment certainement. Il décroche son blouson, l'enfile, sur la pointe des pieds gagne la porte d'entrée. Une fois dehors, se précipite sur les traces de la mystérieuse inconnue. Elle a déjà atteint l'avenue Émile Zola. Tac, 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 font ses talons dans le silence nocturne. « Mademoiselle !» Elle longe le square, remonte vers la mairie. Lorsqu'elle passe sous le réverbère, la lumière ruisselle dans ses cheveux. Guillaume commence à s'essouffler. Parole, il n'a jamais vu une fille courir comme ça. 100 mètres plus haut se dresse la bibliothèque, imposant bâtiment du début du siècle, auquel on accède par un escalier, sans hésiter à lâcher l'empreinte. Où est-elle donc? C'est fermé à cette heure. Laissant l'entrée principale sur sa gauche, elle contourne l'édifice, et Guillaume la perd de vue. Quand il parvient à son tour, elle a disparu. Il la cherche des yeux dans les ténèbres alentour, scrutant en vain la nuit qui l'environne. Il n'aperçoit qu'une petite porte. Une insignifiante petite porte dans le flanc de la bibliothèque. Son grand espoir, il tourne la poignée. La porte s'ouvre, tac tac, métal craignant dans la profondeur des couloirs. Guidé par le bruit, Guillaume reprend la poursuite. Un labyrinthe de corridors s'enfonce vers l'obscurité. Ça et là, de votre fenêtre, répandant une faible clarté. Le reflet rectangle blême projeté sur le sol dessinait les cases d'une étrange marée, que Guillaume, malgré sa hâte, évite de piétiner. Quel être invisible il saute à cloche-pied avant son arrivée. De quel fantôme a-t-il interrompu le jeu? Un frisson le parcourut de la tête aux pieds. Tout au bout, les petits pas s'estompent peu à peu, malgré la peur qui maintenant lui tenaille le ventre. Guillaume s'obstine, et c'est tant d'haleine qu'il parvient à ce qui semble être le fond du couloir. Le fond? Non. Le couloir tourne et aboutit dans une immense pièce, violemment éclairée. Les yeux de l'adolescent, habitué à la pénombre, clignent douloureusement tandis qu'il pénètre. L'endroit est extraordinaire. Des rayonnages, couvrent les murs et s'alignent les uns derrière les autres, formant d'étroites allées. Combien y a-t-il de livres ici? 10 000, 100 000, 1 million? Une odeur de vieux papier, à la fois âcre et doucereuse, émane du fantastique amas d'ouvrages, dont certains
ont plus d'un siècle. Couverture de cuir, de tissu, de carton, aux tranches dorées, parchemin roulé, édition rare et volume populaire, plein de naïves illustrations. Tout le savoir du monde semble rassemblé ici. La somme des connaissances humaines remplit cette salle, noyau lumineux au cœur de la bâtisse obscure. Et ce noyau, par le plus grand des hasards, Guillaume vient d'y avoir accès. Même lorsqu'on n'aime pas lire, et il n'existe pas de plus mauvais lecteur que Guillaume, à part la BD, tout ce qui est inscrit sur du papier lui donne des boutons. Un lieu pareil vous impressionne. C'est donc la gorge nouée sur la pointe des pieds. Le garçon pénètre dans le sanctuaire. Où est passée la jeune fille? Quelque part au milieu de ses archives, sans doute. Mais comment la trouver? L'appeler, c'est la seule solution. « Oh, mademoiselle !» La voix de Guillaume résonne, si bizarrement à la fois étouffée par les livres et répercutée par d'insolites échos, qu'il en a la chair de poule. Il insiste cependant. « Pardon. Mademoiselle, mademoiselle, répondez-moi !» Un chut agressif derrière lui le fait sursauter. La fuyarde aux longs cheveux, les yeux pleins de colère. L'apostrophe son ménagement. « Arrête de crier comme ça, idiot! Tu vas alerter le gardien !» Un pas lourd l'interrompt, suivi de micro souvent. « Que se passe-t-il ici? Qui a allumé l'électricité ?» grommelle-t-on à l'autre bout de la pièce. « Bravo, tu as gagné! Bravo, tu as gagné !» chuchote la jeune fille. Elle s'accroupit entre les rayonnages, entraînant Guillaume avec elle. « Cache-toi et surtout ne fais pas de bruit. » Il obéit, subjugué. Respire avec une sorte d'ivresse. La présence de l'inconnu à ses côtés, son parfum de vanille, de cannelle, de violette. Une désuète odeur de grand-mère sur la fraîche peau d'une adolescente. Il ne peut s'empêcher de toucher ses cheveux du bout des doigts. « Ne te gêne surtout pas !» proteste-t-elle tout bas. Entraînant les pieds, le gardien sillonne les allées. La jeune fille se ratatine, menu, prête à disparaître dans un trou de souris. Le gardien se rapproche de plus en plus près. Il n'est plus qu'à quelques mètres des intrus. Ses chaussures cloutées, mortelles, le sol. Et chaque pas fait sursauter nerveusement la jeune fille, mettant en pratique la politique de l'autruche, qui consiste à ne rien voir pour se donner l'illusion de n'être pas vu. Guillaume ferme les yeux. J'ai oublié d'éteindre tout à l'heure au chemin. Il n'y a personne. Ce sont mes nerfs qui me jouent des tours. Être tout seul la nuit dans ce grand bâtiment vide ne me réussit pas. Si en plus des planchers qui grincent, des murs qui craquent, des souris qui rongent, je me mets à entendre des voix, il fait demi-tour et s'éloigne, tout en continuant. Comme si les vieux bouquins attiraient les voleurs. Peut-être pas prince sans intérêt. Je suis bien bête de m'en faire. Tout ce que je vais y gagner, c'est une bonne insomnie. Son monologue s'éteint, tandis qu'il regagne sa loge. Filons, dit la jeune fille une fois qu'il a disparu. En rampant, elle prend le chemin de la sortie, suivie de son compagnon, dont le cœur bat la chamade. Est-ce la peur d'être surpris ou la proximité de celle qui hante ses pensées qui le met dans cet état? Le corridor, la marelle des ombres. Tac-tac, dans les talons qui précèdent Guillaume. Toc-toc, répond son cœur en écho. Des rythmes de xylophone emplissent le labyrinthe obscur. Enfin, ils atteignent la porte. Ouf, sauvés. 2h du matin sonne au clocher de l'église. Côte à côte, les adolescents remontent le boulevard dans les arbres du square voisin. La sinistre plainte du vent ressemble aux hurlements des loups dans les plaines du Grand Nord. Pas une voiture, nul passant. Ce quartier si familier en plein jour paraît soudain inconnu à Guillaume, qui le parcourt pourtant quotidiennement. On dirait un décor de théâtre, une irréelle toile de fond qu'éclairent des réverbères factices, un projecteur lunaire, et devant laquelle déambulent 2 acteurs novices. « Comment t'appelles-tu » demande Guillaume pour rompre le silence. « Ida, et toi ?» Guillaume. « Ça fait des semaines que je te regarde partir tous les soirs. Je me demandais où tu allais. » Ida hausse ses épaules. Et ce mouvement
suffit à faire ondoyer dans ses chevelures les reflets mouvants. Eh bien, tu sais maintenant, rien curieux. Le garçon fait la moue. Je n'ai pas appris grand-chose. Je crois même que tu m'intrigues encore plus qu'avant. Elle rit. C'est le plus joli rire que Guillaume ait jamais entendu. Il en est tout ému. Pourquoi te sauves-tu? Dès que la vieille dame éteint la lumière, demanda-t-il doucement. Que vas-tu faire dans cette bibliothèque? Qui es-tu d'abord? Ils se regardèrent, les yeux d'Ida, de jolis yeux couleur noisette, sont pleins de malice. Dans son visage triangulaire, son sourire, accent circonflexe inversé, son cadre de fossette, on dirait l'empreinte de doigts invisibles, relevant comiquement les deux coins de sa bouche. Je suis la vieille dame, dit-elle simplement. C'est ça, moque-toi de moi. Dans un instant, tu vas m'annoncer que tu as 80 ans. 84. Pour ne pas la contrarier, Guillaume rentre dans le jeu. Franchement, tu n'y fais pas. On te donnera plutôt entre 15 et 16. Tu es bien conservé pour ton âge. T'as rien compris, pauvre cloche. Pauvre la jeune fille. Elle a l'air de s'amuser beaucoup, au dépens de son compagnon. Laissé par son ton ironique, celui-ci s'en froide. Il marche très lentement. Ni l'un ni l'autre n'a envie de rentrer. Est-ce la magie de cette nuit d'automne, de s'être immobile, de l'aventure qu'ils viennent de vivre, ou simplement le plaisir d'être ensemble et de se chamailler dans l'ombre complice? Ils atteignent la place du marché, curieusement dépourvus des étals de forain qui l'encombrent d'ordinaire. Encerclés de bancs et de néons. Ce terre-plein, dont une fontaine occupe le centre, évoque plus que jamais une scène de théâtre. On s'assit, propose Guillaume. La fille acquiesce. Malgré le froid mordant, il s'installe. Le bois humide ordonne ses cuisses, les fesses, à travers leurs vêtements. On voudrait la fille Ida, rassemblant ses capes autour d'elle. Elle rabat son capuchon sur sa tête. Ainsi emmitouflée, elle ressemble à un moinillon. C'est à peine si le bas de son visage transparaît ovale ivoire, noyé dans l'ombre. Un long moment, les deux ados restent sans parler. Puis comme à contre-cœur, Ida se décide. « Tu veux que je te raconte mon histoire ?» demande-t-elle à mi-voix. Il fait oui, de la tête, avec une impatience qu'il maîtrise mal. « Je te préviens que tu ne me croiras pas, ajoute-t-elle. Je te promets que si. » Il reste 5 pages. Même si ça te semble invraisemblable, jure-le. Il jure en crachant par terre. Ce genre de serment ne se trahit pas, sous peine de pire abomination. Ce que tu vois, ce n'est pas moi, poursuit-elle. Moi, en ce moment, je dors dans l'appartement en face du tien. J'ai 84, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai été jeune il y a bien des années. J'avais cette apparence, entre parenthèses, elle se désigne. J'étais jolie, non? Très, affirme Guillaume avec ferveur. Depuis quelques mois, je rédige mes mémoires. J'en suis arrivée à la jeune fille qui est devant toi. C'était en 1926. Ce parfum démodé, ces chaussures, ces singuliers habits. Guillaume repense au film ayant pour cadre les années folles, qu'il a pu voir à la télé. Effectivement, j'en étais à vous déjà. Ah oui, alors. Ce parfum démodé, ces chaussures, ces singuliers habits. Guillaume repense au film ayant pour cadre les années folles, qu'il a pu voir à la télé. Effectivement, les héroïnes portaient ce genre de tenue. En ce temps-là, j'avais déjà le désir ardent, qui ne m'a jamais quitté depuis. Quel désir? Écrire. Comme elle a dit ce mot gravement. Surpris, son interlocuteur scrute avec attention l'ombre sous la capuche. Deux yeux y brillent, trop. Deux yeux me tremblent. Mais oui, ce sont des larmes. Tu pleures? Elle, c'est bon. Ce n'est rien. C'est un peu de tristesse. Je n'ai jamais pleuré, elle aussi clairement que s'il l'avait devant nous. Guillaume revoit la vieille dame penchée sur son cahier derrière un rideau de dentelle. Mais tu ne fais que ça, écrire, se récrie-t-il.
Mes mémoires? Ce ne compte pas, voyons. Ce que je voulais, c'est être romancière. Pourquoi ne l'es-tu pas devenue? Il soupire. Je n'ai jamais trouvé le grimoire, murmure-t-elle. Dans le ciel, des bandes de corbeaux passent et croissent. Ils font de la nuit de leur voile lourd et disparaissent derrière le clocher de l'église. Un silence de mort succède à leurs cris discordants. Le grimoire? Répète Guillaume. Quel grimoire? Celui qui donne accès à la littérature. Sur l'un des arbres de la place, un merle se met à chanter. Sa trille s'élève, tombe aux côtes, retombe en mille paillettes harmonieuses, feu d'artifice sonore. Comme c'est joli, s'extasie Ida. Je ne comprends rien à ton histoire, avoue Guillaume. C'est pourtant simple. Il existe un livre, quelque part, qu'il faut posséder pour devenir écrivain. Ils l'ont tous eu entre les mains avant de commencer leur carrière. Baudelaire, Rimbaud, Dumas, Balzac, Saint-Exupéry. Mais j'ignore où ils se le sont procurés. Il attrape une mèche luisante qui sort de la capuche, l'entortille autour de son doigt, d'un geste agacé. Si tu savais comme j'ai cherché, j'y ai passé ma vie et je continue. C'est donc ça que tu fais toutes les nuits dans la bibliothèque? S'exclame Guillaume, comprenant soudain. Ida hoche affirmativement la tête. Comment as-tu trouvé le moyen d'y rentrer? Facile, je suis ancienne bibliothécaire. Durant un demi-siècle, j'ai vécu dans les livres. Je les connais tous. Comme un jardinier connaît chaque fleur de sa serre, chaque massif de son jardin. Non pas de secret pour moi, et pourtant j'ai beau fouiller, les consulter les uns après les autres, tenter de lire entre les lignes. Ce fut l'échec. Je n'ai pas découvert le grimoire. Le doigt qui tiraille les cheveux s'exaspère. Et pourtant, je sais qu'il existe. Mais où est-il? Où est-il? Ses yeux coulants noisette sont de plus en plus brillants. Les larmes débordent. Maintenant, il inonde ses joues. Il me reste si peu de temps, Guillaume, murmure-t-elle, en élan de compassion. Le projette vers elle. Il la prend dans ses bras, la serre contre lui. Elle pose sur son épaule sa petite tête encapuchonnée, tellement pathétique. Si peu de temps, sanglot-elle. Pourquoi dis-tu ça? Tu es jeune. Mon double est jeune, pas moi. Ce double est un fantasme. Il s'échappe la nuit pour poursuivre ma quête, mais n'existe que dans ma mémoire, dans mes mémoires, celle que tu me vois rédiger chaque soir, d'une main tremblante. Le garçon caresse ses épaules, si réelles pourtant, de sa compagne. Quand la vieille dame que tu connais se réveillera, je disparaîtrai. Je rentrerai entre les pages du cahier où elle raconte, où je raconte les événements de sa jeunesse, et je redeviendrai un octogénaire perclus de rhumatisme qui ressasse ses regrets. Guillaume ne répond pas. Cette détresse la bouleverse. Il se promet de rendre visite à sa voisine demain, de parler avec elle, de lui faire raconter ses souvenirs. Les personnes âgées ont tant de choses à nous apprendre sur les époques passées, et cela leur fait si plaisir d'être content de les écouter. Une chose pourtant tracasse encore l'adolescent. C'est exprès que tu as choisi cet âge pour en lire. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer tes recherches en cherchant en os sur la grandeur en mer? C'est d'abord en état de santé. Je n'ai plus la force de sortir de chez moi. Je ne me dis pas pourquoi tu es adolescente. Tu aurais pu décider d'avoir 30 ou 40 ans par exemple. Les seuls livres que j'ai négligés lorsque j'étais à la bibliothécaire, ce sont ceux destinés aux jeunes. Je ne les trouvais pas intéressants. Adulte, il me manquait la fraîcheur d'âme nécessaire pour les apprécier. Ce fut sans doute une erreur que je tente désespérément de réparer aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Je n'ai plus pour très longtemps à vivre, tu sais. Il relève la tête, fixe son compagnon de ses larges prunelles. Guillaume, je suis sûre que le grimoire est parmi eux. Elle lui prend la main, suppliante tout à coup. Aide-moi, s'il te plaît.
Oui, répondit-il bouleversé. Toute seule, je n'y arriverai jamais. Je te promets de faire mon possible. Je souris à travers ses larmes. Dans les fossettes de mon lit, l'eau s'accumule comme dans de mignons réservoirs. Une furieuse envie d'y coller sa bouche et de boire cette élixir salée, ses Guillaume, mais il réussit. Les fantasmes sortis de la mémoire des vieilles dames se laissent-ils embrasser la nuit par les garçons réels? Merci, murmura la jeune fille de toute son âme. Et c'est elle qui m'embrasse de lèvres. Deux papillons légers aux ailes frémissantes, se posent sur sa joue, dans l'ombre de la capuche. L'espoir transfigure la frimousse d'Ida. C'est à cet instant précis que le clocher sonne 3 heures. Guillaume réprime un bâillement. Je vais encore ronfler demain. En cours, assure-t-il en levant la tête vers la grosse horloge. Que se passe-t-il? Sous son bras, qui froissait le dos de la jeune fille, ne sentit plus rien. Tout à coup, que du vide. Ida a disparu. Est-ce le craquement de ses talons que Guillaume entendait lointain? Non, la jeune fille ne court pas comme son habitude. Elle s'est évaporée. Les songes au réveil se dissolvent de cette manière. Et de toutes ces choses qui semblaient si vraies, il ne reste qu'une vague impression prompte à s'estomper dans l'agitation du lever. Guillaume aura-t-il oublié Ida demain matin? Ce jour que non. Et comme un automate, il se dirige vers chez lui. La clé qu'il tâte dans sa poche en marchant le raccroche seul à la réalité. Et salut tout le monde, c'était The Cat Lady. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que ces 2 chapitres de la bibliothécaire de Gudule vous ont plu. La prochaine fois, on lira les autres chapitres. En attendant, je vous laisse du suspense. Donc on s'arrête sur le passage où la clé que Guillaume tâte dans sa poche en marchant la raccroche seule à la réalité. Du coup, on ne sait pas si le lendemain s'en souviendra d'Ida. Voilà. Donc franchement, cette histoire est merveilleuse entre Ida et Guillaume. Et franchement, voilà. Donc vous verrez la prochaine fois. Ciao.